Pour moi, c'est un basique, la meilleure stratégie pour investir en bourse. Diversifier, se projeter dans le temps, c'est fondamental. Le meilleur moment pour ouvrir un PEA, c'était hier. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission, premier numéro de Cash & Curious. Alors pourquoi ce nom Cash ? Parce que oui, on va parler argent et investissement, sans jargon et sans complexe. Et Curious parce qu'on va vous faire découvrir tout ce que vous devez savoir, sans peut-être d'ailleurs le savoir encore aujourd'hui, sur l'épargne et l'investissement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'investissement en bourse et on va vous expliquer pourquoi commencer avec le PEA, plan d'épargne en action. C'est plutôt une bonne idée. Alors PEA, vous connaissez peut-être ces trois lettres, vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne savez pas forcément ce que ça implique. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va tirer tout ça au clair avec mon invité du jour, David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi. Bonjour David Olivier. Bonjour Laurent. Bon, et tu as vu, je suis très bien équipé. J'ai des buzzers si tu te mets à trop jargonner. Et je te dis pas ce à quoi sert le bleu, mais tu le verras bien au cours de l'émission. Et puis, je vais te faire un petit défi old school. On faisait ça à un moment dans la télé à tube cathodique. Tu vas devoir m'employer un terme pendant cette émission. Ce sera, tiens, je sais pas, col roulé, tiens. Col roulé. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Avant même de parler du PEA, de l'investissement en bourse, il va falloir que tu m'expliques ce que fait concrètement dans la vie un gérant allocataire, parce que c'est ton métier. Exactement. Alors, le gérant allocataire organise finalement l'argent que ses clients lui confient. Oui. En fonction de différentes classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, le monétaire, les actifs réels. Et on organise tout ça dans une enveloppe en fonction finalement des objectifs du client, son acceptabilité du risque, oui, et éventuellement bien sûr l'horizon de placement, qui est un critère hyper important pour nous. Bien sûr, on l'ajuste, cette répartition, en fonction des conditions de marché. En quelque sorte, on va dire que mon rôle, c'est de placer finalement l'argent de nos clients dans les bons paniers, ni plus ni moins. Alors, c'est assez simple à dire comme ça, mais en fait, c'est une énorme responsabilité qu'on nous confie, puisque tu l'entends, c'est l'argent des clients, c'est ni le mien, ni celui de l'établissement que je représente, Amundi. Donc, on doit toujours avoir en tête l'idée que on va gérer ça en bon père de famille. Bon, en tout cas, tu es 100% légitime pour nous parler de la bourse et du PEA, et c'est ça qui nous intéresse. Déjà, on va poser les bases. C'est quoi le PEA ? Tiens, définition toute bête pour commencer. Alors, attention, je suis le doigt sur ma machine à jargon. Attention, alors, le PEA, le plan d'épargne en action, pour moi, c'est un basique des produits financiers, des enveloppes fiscales sur lesquelles un client souhaite investir. Pourquoi c'est un basique ? Parce que c'est finalement une enveloppe qui a de l'intérêt à terme. C'est la possibilité de défiscaliser une partie, la totalité des plus-values ou des dividendes qui auraient été générés dans cette enveloppe. Donc, c'est important de pouvoir démarrer sur une enveloppe de ce type. J'ai envie de dire également, comparé à d'autres produits d'assurance, d'autres enveloppes fiscales, celle-ci a la particularité d'aller justement chercher des actifs risqués. Donc, et c'est d'où le nom, plan d'épargne en action. Concrètement, des actions, c'est ça ? Alors, des actions, effectivement, on ne met pas d'obligation. Déjà, c'est aussi un point qui est important, puisque cette enveloppe ne le permet pas. Des actions, des OPC, donc c'est les organismes de placement. C'est ça ? Voilà, les fonds communs de placement. Voilà, la régie, en régie, ça commence à être fébrile sur le bouton. Ouais, donc on se rattrape des SICAV, les fonds communs de placement, mais également des ETF, par exemple, qui sont éligibles au PEA. Bon. Il y en a un certain nombre. On appelle ça aussi fonds indiciels. Tu me parlais d'une carotte fiscale, parce que j'allais te poser la question, pourquoi c'est si bien que ça le PEA ? C'est d'abord pour la fiscalité, selon toi ? Exactement. Oui. En fait, c'est si bien... Tu peux rentrer un peu dans le détail de cette fiscalité, justement ? C'est la fiscalité et les actifs actions, c'est vraiment les deux éléments qui, aujourd'hui, doivent nous conduire à vouloir investir dans le PEA si on est intéressé par la bourse. C'est aussi la possibilité, finalement... de démarrer, c'est un premier pas dans la bourse et c'est important de commencer là-dessus. Et cette enveloppe a cette possibilité de diversifier finalement les investissements. Avec des sommes relativement restreintes, vous pouvez démarrer, commencer à investir vos premiers sous et finalement laisser la capitalisation se faire travailler exactement et puis générer finalement sur du moyen long terme, au-delà de 5 ans en tout cas, des plus-values défiscalisées. Alors je reviens juste, vous avez raison,
t'as raison, excuse-moi, on se tutoie. Vas-y. C'est important la fiscalité, parce que sur du long terme... Pas complètement, parce que tu payes quand même de la CSG là-dessus, des prélèvements sociaux. Tout à fait. Ouais. En fait, il y a deux étapes dans le PEA. Il y a avant 5 ans et après 5 ans. Ouais. Avant 5 ans, là, c'est la fiscalité dans toute sa splendeur qui s'exprime, qui s'applique. Ouais. Donc, on est sur le prélèvement forfaitaire unique, 30%. Au moment où on se parle, on ne sait pas ce que ça peut devenir, mais on va rester sur cette notion de 30%. Exactement, ça peut effectivement, sinon les plus-values, on peut aussi les mettre sur son... Le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Exactement, voilà. Ouais. Donc ça dépendra de chaque personne. Mais il y a également, donc, dans ces 30%, tu le sais, il y a cette fiscalité qui est liée aux prélèvements sociaux, qui peuvent évoluer également. Ils sont à 17,2 aujourd'hui au moment où on se parle. Ça, par contre, avant 5 ans ou après 5 ans, ils sont toujours dus. D'accord. Donc, on le voit bien, après 5 ans, il y a un vrai bénéfice fiscal qui s'emploie. Donc, si je fais des plus-values, c'est-à-dire, je vais résumer, si j'ai acheté des actions, des fonds, qu'ils ont progressé, qu'on m'a versé des dividendes, que mon PEA, la valeur de mon PEA a progressé sur ces 5 ans, si je me retrouve à vouloir vendre une partie de ce PEA, c'est ça, donc de ces actions, des fonds qu'il compose, après 5 ans, je ne paierai que ces prélèvements sociaux. Exactement. C'est ça le gros avantage. C'est tout à fait ça. Ouais. Et avec encore une petite particularité, c'est que si on veut sortir ces fonds d'un PEA avant 5 ans, ça le casse. Et donc ça, c'est un peu dommageable parce que si on attend après 5 ans, vous avez la possibilité de retirer une partie, ce qui est quand même un avantage également certain. Bon. Mais cette plus-value, elle est taxable, mais éviter la fiscalité, les frottements fiscaux, c'est un gros avantage sur la performance qui sera réalisée du portefeuille. Donc c'est non négligeable. Et c'est intéressant d'avoir justement cette carotte fiscale, on va dire, après ces 5 ans, parce que ça oblige aussi l'investisseur à se projeter dans le temps. Et ça, c'est fondamental. Quand on commence, on est un peu tenté quelquefois, quand ça va pas comme on veut, de vendre trop vite, et puis de se retirer des marchés, parfois au pire moment. Et voilà, tout à fait. C'est ça qu'il faut se donner. Et là, c'est un peu, on va dire, un conseil qu'on pourrait donner à un ami ou quelqu'un qui veut rentrer en bourse. C'est d'aller y placer de l'épargne de long terme. On dit 5 ans, mais ça peut être plus. Il faut dissocier finalement le livret A et le plan d'épargne en action. Le PEA, c'est un accélérateur d'épargne en action. Mais il faut justement avoir cette capacité d'avoir le temps devant nous. Alors, si on cherche à vouloir acquérir une résidence principale ou un véhicule dans les 2 années qui arrivent, c'est pas forcément le meilleur vecteur. Par contre, si on veut préparer sa retraite, voire capitaliser... Faire fructifier un capital... C'est vraiment... Les études des enfants, on y pense tous. Question courte, réponse courte. Est-ce que je peux mettre autant d'argent que je le veux sur ce PEA ? Alors non. Alors, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. C'est plafonné. C'est des plafonds qui sont quand même assez élevés. Oui. C'est 150 000 euros pour un PEA dit classique. D'accord. On a en fait 3 formes de PEA. Et je vais le dire très rapidement. Allez, hyper synthétique. Le PEA classique, 150 000 euros. Oui. Un PEA dit PEA-PME, qui est plutôt investi sur les entreprises de taille intermédiaire, les petits PME. Là, c'est 75 000 euros, mais j'ai envie de dire 75 000 euros de plus. Parce qu'on peut cumuler le PEA rajouter, donc si je calcule bien, 225 000 de plafond, si je rajoute les deux. Juste. Pas mal. Et enfin, pour finir, le PEA jeune, qui est en fait cette possibilité pour nos jeunes clients qui habitent encore dans le foyer fiscal de leurs parents, de pouvoir souscrire un PEA dit classique, mais plafonné à 20 000 euros cette fois-ci. Bon, c'est pas mal tout ça. Est-ce que je peux avoir plusieurs PEA ? Et non. Ah, là par contre, là aussi ce serait trop beau. Donc ça serait trop beau. Voilà. Et puis un seul PEA. Un seul PEA, voilà. C'est très simple. En gros, à peu près, toute personne majeure en France peut, à partir du moment où il a sa domiciliation fiscale en France, peut ouvrir un PEA. Mais ça veut dire que si je suis en couple, chaque membre du couple peut avoir un PEA. Exactement. Donc c'est important de pouvoir se dire... Ouais, donc on voit bien quand je t'écoute que la problématique des plafonds, elle est pas si grave que ça, pas si importante. Question aussi, on parlait de débuter, d'investir en bourse. Quand je suis jeune actif, je viens de commencer à bosser et autres, est-ce que c'est quand même
pertinent d'en ouvrir un, même si je vais peut-être pas pouvoir acheter tout de suite des masses d'actions, je vais pas pouvoir forcément mettre beaucoup dessus. Alors on parle souvent de prendre date, j'aimerais que tu nous expliques ce que ça veut dire, et puis j'aimerais aussi peut-être que tu nous dises pourquoi c'est peut-être pas juste suffisant de prendre date, parce que moi, je t'avoue, j'entends cette expression souvent, et elle m'énerve un peu. Alors je vais te répondre à prendre date, parce que finalement j'ai l'habitude de dire ça à des amis que je croise, ou même parfois à des clients. En fait, le meilleur moment pour ouvrir un PEA, c'était hier. Pas mal. Pas mal. Mais heureusement pour eux, le deuxième meilleur moment pour ouvrir c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah, pas mal. Voilà. Et ça, c'est important, c'est que il faut prendre date. Quand on est jeune, et même à partir de 18 ans, ouvrir un PEA et prendre date, donc c'est pour cette fameuse période des 5 ans, en gros. Exactement. Plutôt j'ouvre mon PEA, plutôt cette période des 5 ans. Le délai court. Ouais, c'est ça. Donc il faut en profiter, se dire que même si on n'a pas aujourd'hui de grandes capacités d'épargne, mais prendre date sur un portefeuille, c'est important. Après, c'est pas suffisant. C'est ça. Exactement, ça parce que dommage. Tu peux prendre date, ne rien faire pendant 5 ans. Si tu n'as rien fait pendant 5 ans, je pense que c'est pas au bout de 5 ans que tu vas t'y mettre. Ouais, il faut mettre le pied à l'étrier. Ouais. C'est important. La bourse, c'est important de commencer, et surtout de commencer avec des petites sommes, mais progressivement. Et là, comme on dit, hein, les petites rivières font souvent les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ouais, tu l'as mis dans le mauvais sens, c'est pas grave. Tu sais qu'à chaque fois je me trompe. Hein. Oh bah écoute, on est toujours le Jean-Michel à peu près de la citation. De la citation. Effectivement, donc débuter avec des petites sommes et régulièrement, ça permet justement de profiter de la capitalisation, profiter de nombreux points d'entrée, et même de profiter de la hausse des marchés. Il faut être dans le marché, et ça c'est un élément qu'on met aussi en avant. Alors là, je suis ton conseil, j'ouvre hier ou aujourd'hui ou même demain, allez, ça le ferait encore, mon premier PEA. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pareil, beaucoup de gens ouvrent un PEA, ils sont super contents, et puis il reste un petit peu comme ça. Moi, ce que je comprends, et c'est ce terme d'enveloppe qu'on utilise, en fait, et c'est hyper important, c'est pas non plus très parlant, c'est de dire que c'est finalement... Je le compare moi à un appart, si tu veux, un bel appart qu'on vient de s'offrir, mais il n'y a rien dedans en fait. Exactement. Et donc la deuxième étape, c'est d'aller chez Ikea, pardon pour le placement produit, et puis de le remplir. Et donc concrètement d'acheter ce que tu nous écrivais, des actions, des fonds, etc. C'est un peu ça un petit peu. C'est ça. On peut aimer la décoration zen, minimaliste, mais bon, dans un PEA, c'est un peu le contraire. J'ai envie de te dire, il ne faut pas non plus y mettre tout et n'importe quoi, parce que c'est jamais très joli d'avoir un appartement avec... soit surchargé, voilà. Soit... Mais la diversification, c'est important. Donc voilà, le minimalisme, c'est bien, mais c'est bien lorsque l'actif que vous achetez est diversifié déjà en lui-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé des fonds communs de placement, des ETF. Voilà, ce sont le genre de produits qui, à partir du moment où on est sur des gros indices ou des grandes stratégies, vous êtes quasiment naturellement déjà diversifié avec ces produits-là. Donc c'est possible. Si par contre nos clients se disent bon, je sais pas trop quoi faire, je sais pas comment meubler, j'ai entendu parler d'un meuble qui a l'air joli, tout le monde en parle, c'est une valeur que tout le monde connaît et je vais mettre que ça dans le portefeuille, là on va prendre un risque. Donc on déconseille quand même effectivement d'aller chercher comme on dit du stock picking. Alors c'est la sélection d'une seule et unique valeur. En plus, certaines ne le sont pas éligibles au PEA, donc il va falloir faire attention. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais précision importante, si je file ma métaphore de l'appartement et des meubles, tu mets que des meubles européens. Enfin de l'espace économique européen. C'est un peu différent de l'Union européenne, il y a quelques pays en plus, notamment la Norvège, je crois, que tu peux mettre dedans. Voilà, l'espace économique européen. Exactement. Mais a priori, je dis bien a priori, parce que tu vas peut-être nous expliquer qu'il y a des petites façons de contourner ça. Tu mets des sociétés de l'espace économique européen ou des fonds, je crois que c'est quoi, 70%, il doit être 75%. 75%. Exactement. Voilà, donc plutôt de l'Europe. De l'Europe. Voilà. De l'Europe dans les portefeuilles, puisque le PEA a cette vocation justement d'encourager l'investissement. D'abord et avant tout, c'était en France. Et on l'a évidemment étendu à l'Europe, mais ça reste aussi des entreprises qui parfois gravitent autour de la France. C'est vrai qu'on a aussi la possibilité de contourner cette obligation, mais elle n'est pas vraiment contournée, parce qu'en fait, les sous-jacents dans lesquels... Ça y est, il a sorti sous-jacent. L'actif, alors les actifs dans lesquels on risque, on souhaite... Attends, on va recommencer. Là, en fait, on vient de se dire, là, ensemble, qu'on doit investir dans des actions européennes, ou de l'espace économique européen, ou des fonds. Sauf que les gens qui nous regardent, qui sont attentifs, disent, mais pourquoi moi je vois tous ces machins qui me parlent d'indices monde, voire d'indices américains, et qui sont PEables? Comment ça se fait, ça, professeur Azoulay? Alors, ça, c'est la magie
de la finance. C'est un peu technique, mais effectivement, c'est la magie de la finance. On a cette possibilité dans une enveloppe en fait, d'investir dans des actions européennes, tout simplement. Donc, on a réellement ces 75% d'actions qu'on nous demande d'avoir dans le portefeuille. Mais on va pas rentrer dans le détail hyper technique, mais mais on peut échanger la performance de ce portefeuille contre la performance d'un autre indice international. D'accord. Et donc on se met d'accord avec quelqu'un à l'autre bout de la terre parfois pour lui dire bah voilà, moi j'ai la performance de mon panier d'actions européennes et je voudrais la performance de ton panier à toi d'actions internationales ou d'actions américaines ou d'actions émergentes, et la personne est d'accord. Et donc, on s'échange cette performance. Ce qui fait que finalement, nos clients qui investissent dans notre portefeuille se retrouvent avec la performance des actions américaines, des actions émergentes ou d'autres places. Et donc ça, c'est ce qu'on dit, c'est un mot jargon marketing, on dit qu'il est PEable. Ah voilà. Voilà. Et cet actif devient PEable, mais c'est effectivement la performance d'une autre zone. Bon, David, Olivier, c'est quand même un peu technique tout ce qu'on vient de dire. Là, il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire, ça y est, je suis paumé. Une des réponses qu'on peut leur apporter, c'est que justement, toi, tu peux mettre ton expertise à leur service. Ça s'appelle la gestion pilotée. En fait, comment ça marche ? Exactement. Alors, la gestion pilotée, c'est finalement la possibilité pour nos clients de nous confier leur portefeuille ou une partie de leur portefeuille. Et à ce moment-là, moi, je vais gérer ce portefeuille en fonction d'un profil de risque. Je comprends mieux la responsabilité dont tu me parlais. Oui, exactement, parce que ça fait beaucoup de clients et ça fait beaucoup d'euros à gérer. Et donc, je sens cette charge tous les jours sur moi. C'est important. C'est pour ça que finalement, j'ai cette approche de bon père de famille. Je ne suis pas là pour faire du sensationnel. Moi, je suis là pour faire quelque chose qui soit régulier dans le temps. Et on a cette possibilité, donc, en fonction d'un certain nombre de profils dans lesquels nos clients vont forcément se retrouver. Il y a des clients qui sont assez téméraires, ils ont envie d'avoir du risque dans leur portefeuille. On leur demande d'ailleurs, avant qu'ils souscrivent, quelle est un peu leur vision, à la fois leur connaissance des marchés, et puis ce qu'on appelle aussi l'appétit pour le risque. Est-ce qu'en gros, on est prêt à vouloir de gros gains, mais à accepter de grosses pertes, ou si on est plutôt prudent et on veut bien un petit peu de rendement en plus, mais sans trop de risques? C'est ce fameux questionnaire. Vous savez, celui qui nous dérange tous un peu, là. On se dit, encore ce questionnaire, mais j'ai pas répondu. On fait hyper souvent, trop souvent. On fait effectivement souvent, mais c'est important, justement. En fait, c'est le KYC. La personne de buzz. Know your customer. Ah oui, c'est vrai. Attends, voilà, je vais le faire. J'attendais quand même le buzz, là, je le fais un peu exprès. Non, effectivement, c'est know your customer, c'est connaître son client, c'est fondamental. Puisque pour l'établissement, on a la nécessité, finalement, de proposer le produit qui soit le plus adapté à notre client. Et donc, dans le PEA profilé, vous avez des profils offensifs, dynamiques, équilibrés et prudents. Donc, il y en a pour tout le monde. Et il y a toujours une possibilité finalement d'avoir un actif qui un portefeuille qui reflète le client. Et puis tout le monde n'a pas mis son téléphone sur vibreur, visiblement, un petit bruit de téléphone, ça c'est cool. Question aussi pour les gens qui nous regardent et qui disent, ok, moi j'ai envie de me lancer tout seul. Alors, ton expérience, elle n'est pas forcément transposable, parce que toi, si ma mémoire est bonne, tu es même un gérant de fonds, c'est-à-dire que tu sélectionnes des fonds dont on a parlé. Quand même, j'ai envie de dire, pour que l'expérience puisse profiter au plus grand nombre, pour quelqu'un qui aurait envie de commencer à investir tout seul. Et souvent, on a toujours les mêmes questions. Quand est-ce qu'il faut vendre ? Quand est-ce qu'il faut acheter ? Quelles sont peut-être les grandes règles que toi, le gestionnaire professionnel, tu pourrais leur partager ? Ouais, alors j'ai été gérant dans une ancienne expérience justement en sélection de valeur, mais j'étais pas tout seul. On était une quinzaine de gérants. Ouais, mais on n'a pas tous qu'un spot à faire des comités d'investissement là aussi. À faire des comités d'investissement 3 par semaine. Ça peut être une solution, remarque. Ça existe, ça s'appelle les clubs d'investissement. Ou même de façon informelle, pourquoi pas discuter de ces idées avec ses amis investisseurs, c'est une bonne idée. Exactement, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et ça nécessitera pour nos clients de revenir plusieurs fois sur les portefeuilles pour vérifier que... Donc quoi, on s'informe, on regarde un petit peu. Il faut effectivement... Est-ce qu'on fait le truc de Warren Buffett, on investit que dans ce qu'on connaît ? C'est toujours mieux. Oui. C'est toujours mieux, effectivement. Et ça, c'est effectivement une bonne recommandation, c'est de comprendre là les risques qu'on est en train de prendre dans le portefeuille. Moi, la bonne règle, c'est quand même la diversification. Ça, c'est la première et avant tout. C'est quelle que soit la conviction qu'on peut avoir sur une valeur, c'est essayer quand même
d'en mesurer la proportion dans le portefeuille. Tout mettre, c'est là où finalement on peut avoir ces fameux parallèles qu'on fait avec le casino, ce que je déteste. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas du casino. Ouais. Au casino, on met pas tous sur le impair et rouge. On a une roulette, on met sur un numéro, c'est celui qui tombe à côté qui tombe, on perd tout. En bourse, c'est pas comme ça. Parce que déjà, tout perdre, c'est vraiment excessivement rare. Si vous achetez une action du CAC 40, d'un grand indice, par exemple, un CAC 40, c'est les 40 plus grandes valeurs d'entreprises françaises, vous avez quand même relativement peu de chances que cette valeur tombe à zéro. Oui, de perdre 100% sur LVMH, tiens. Ouais, voilà. Là, c'est quand même pas demain la veille. Il faudrait qu'il s'en passe des choses pour qu'on en arrive là. Donc déjà, le parallèle est un peu limite. Mais c'est pour ça que si vous ne voulez pas que la bourse devienne un casino, il faut diversifier. Bon. Et au casino, vous ne pouvez pas le faire, ou sinon, ce n'est pas rentable. Si vous commencez à mettre vos jetons sur tous les numéros de la table, à la roulette, il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Et... Non, mais en bourse, ça peut le faire. Mais en bourse, ça peut le faire. Alors moi, je retiens diversifier, et je retiens ce que tu disais au début aussi, le temps long. Imaginez qu'effectivement, on a le temps avec nous. Le temps est un allié, ouais. Alors, on va rappeler aussi des choses. La bourse est risquée. Il y a effectivement, tu l'as dit, risque de perte en capital. Ce qu'on dit à chaque fois, le problème des performances aussi. On ne peut pas s'appuyer sur les performances passées pour les performances futures. C'est aussi, donc c'est des succès, c'est des échecs. Je ne sais pas si tu te sens de partager avec nous, peut-être à titre perso, tes plus beaux succès, ou en tout cas tes meilleures intuitions, et puis aussi tes plantades, parce que je pense que ça va déstresser beaucoup de gens qui se disent ouais, mais moi si je me plante, je pense que tous les gens qui ont fait de la bourse se sont plantés. Il y a ceux qui se sont plantés ou ceux qui vont se planter. Alors petit moment de vécu. Alors, on parle souvent des réussites. Allez, parlons des réussites. Parle-nous d'une réussite. Je dis ça, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est toujours moi j'ai gagné tant là-dessus, tant là-dessus. C'est quand même assez rare que les gens naturellement viennent communiquer sur leurs échecs et les pertes. Mais il y en a. Indéniablement, il y a toujours des gens qui ont vendu trop tôt, acheté trop tard ou quoi que ce soit. Bon, allez, là, tu retardes là. Non, je ne retarde pas. Personnellement, bien sûr, j'ai eu. Alors, professionnellement, j'ai eu des belles réussites. Mars 2020, c'était un super timing. On a voulu remettre du risque alors que tout allait mal. On était confinés chez nous, pour une certaine partie des gens. Pour beaucoup d'entre nous, on peut le dire. Moi, c'était début du Covid, début du Covid, premier confinement. Fin du mois de mars, on a commencé à... Là, tu dis ça va le faire quand même. Ouais, ça va le faire quand même. Et on l'a remis et on a eu un rallye de marché, une hausse du marché qui a été... Parce que tout le monde était à la maison devant son écran et s'est dit, tiens, c'est intéressant la bourse au final. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont revenus sur les marchés boursiers, en France en tout cas, à ce moment-là. Et donc, nous aussi, on a profité de ce rallye. Deuxième réussite, c'est cette année. Et je l'ai bien aimé celle-là parce que j'ai croisé un broker, un courtier. Un courtier sur les marchés financiers avec qui on a discuté, on a échangé. Mon verre d'eau. On a échangé et on s'est mis, on était convaincus l'un et l'autre que finalement il y avait quelque chose qui se passait sur le secteur bancaire, en Europe notamment, mais aussi aux États-Unis, mais plus particulièrement en Europe. Et voilà, j'en ai mis un petit peu dans la plupart des portefeueuilles que je gère. Et ça s'est plutôt pas mal passé. 70% de performance en 9 mois. Ouais, je suis assez content de ça. Et l'échec. Et les plantades, monsieur Azoulay. Bon. Alors, la plantade, elle est à titre perso. Allez. Moi, j'ai participé à l'introduction en bourse de France Télécom. Ah oui. Ouais. Donc, voilà, ça remonte à quelques années, 98. C'est ton Eurotunnel à toi. Voilà, c'est mon. Je l'ai pas fait celle-là. j'ai fait quelques. T'étais un peu trop jeune. J'étais peut-être un peu trop jeune pour Eurotunnel, mais justement, j'étais dans cette mouvance où en 98, il y avait pas mal d'introductions et voilà, je l'ai tenu jusqu'au bout. Donc 27 €, 219. Et le titre avait fait quasiment x8. Il faut savoir vendre. Alors, j'étais jeune. Et voilà aussi un conseil, il faut savoir vendre. Et j'ai gardé le titre quasiment jusqu'aux 6 €. Donc, je sais même plus ce que j'en ai fait finalement. J'ai dû le vendre parce que chez Amundi, j'avais pas le droit d'avoir des titres vifs. Alors j'ai dû le vendre à ce moment-là. Visite France Télécom. Je voudrais qu'on revienne sur le risque parce que tu l'as dit, la bourse c'est pas un casino et on est là aussi pour que les gens qui s'engagent le fassent en pleine conscience. Quand tu vois ça de l'extérieur, et j'imagine un retour que tu as très souvent, moi je l'ai très souvent, des gens qui disent non, je veux pas aller en bourse, c'est trop risqué. Alors les gens ils veulent rien perdre parce qu'on comprend, c'est de l'argent qu'ils ont parfois du mal à gagner, donc ils veulent pas le perdre. Et ils ont une vision, je trouve, hyper on-off du risque, c'est-à-dire si je vais en bourse, en gros, je vais perdre 100%. Tu as déjà évoqué des éléments de réponse, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire pour peut-être rationaliser un peu cette peur du risque? Il est présent, il est là, on va pas le nier, mais c'est pas un truc complètement un monstre surréaliste, fantastique, indomptable, si je puis dire. Exactement. Et en fait, je pense que pour commencer à investir, il faut pas s'attendre à tout comprendre.
On l'a dit, c'est important de savoir dans quoi on investit, mais il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris, d'avoir vraiment une vision à 360 degrés. Je connais les fondamentaux, le marché, je connais les techniques, je connais le secteur, je sais. Oui. Parce que sinon, vous ne commencerez jamais. Ouais. Et du coup, c'est très bonne remarque. C'est ça qui est important. Et on en est convaincu aujourd'hui. Finalement, on fait tous ces études statistiques, de voir finalement sur 10 ans, si on investit tous les mois régulièrement, quel que soit le moment de marché, sur des grands indices, quand est-ce qu'on retrouve son capital, est-ce qu'on perd. Et toutes les études que l'on fait jusqu'à maintenant, elles montrent que finalement, sur du très long terme, et en étant justement cette discipline d'investir régulièrement, sans trop regarder ce qu'on est en train de faire, en diversifiant, donc sur des gros indices, que ce soit le CAC 40, l'Eurostoxx 50, les grandes valeurs européennes, ou des actions internationales, et bien finalement, sur cette période-là, vous ne perdez pas d'argent. Vous êtes quasiment même sûr d'en gagner. C'est ça la morale de l'histoire. Et c'est le pire des moments pour l'erreur qu'on fera en bourse, c'est peut-être pour ces clients-là qui sont apeurés par le risque de perdre de l'argent, c'est de vendre au pire moment. Ou de ne pas rentrer finalement. Ou ne jamais rentrer. Le risque de rester sur des supports d'épargne qui se déprécient avec l'inflation, c'est aussi un risque de perdre de l'argent. C'est pour ça que cette idée de se dire, on y va, on commence avec des petites sommes. Et tout de suite après, on met un versement libre programmé, même de petites sommes aussi. Quoi qu'il se passe, vous regardez de temps en temps, mais ne vous focalisez pas sur ce qui se passe sur le marché, et vous verrez sur du moyen long terme, en tout cas sur les 5 ans, voire un peu plus, il devrait se passer des choses plutôt intéressantes. Tiens, est-ce que je peux mettre de la crypto dans un PEA ? Alors, en tant que spécialiste... Oh là là, il s'est redressé tout d'un coup là, oh là là. En tant que spécialiste Est-ce que je peux le faire déjà ? Oui ou non ? Non. Bon, ben voilà, question simple. Voilà. Je ne suis pas aller plus loin. Je suis pas adepte de la crypto. Je comprends l'actif. C'est juste que je peux pas le faire, tout simplement. Voilà, tout à fait, on peut pas le faire. Bon, voilà, c'est une réponse simple. On fait cette émission aussi pour les jeunes investisseurs. Tout le monde veut parler aux jeunes investisseurs. Et là, ils nous regardent. C'était ma question d'avant. Et eux, ils sont peut-être sur de la crypto. Et ils se disent, non, mais finalement, le PEA, c'est un truc à la papa, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour leur dire que c'est pas vrai et que ça peut être sexy aussi, le PEA ? On peut faire un t-shirt sexy PEA. Oui, alors effectivement, maintenant, il faut quand même avoir l'idée, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est prêt à accepter de prendre des risques démesurés. Oui. Et ça, c'est important aussi à avoir. Moi, je côtoie pas mal de jeunes par mon activité. Et en fait, ils ne sont pas tous là à vouloir, encore une fois, comme au casino, mettre tout sur le rouge. En fait, ils sont chauds du PEA. Ah oui. Ouais. Oui, parce qu'ils ont assez vite compris que c'était, franchement, la meilleure enveloppe fiscale pour investir sur les actions. Ça, c'est indéniable. Et finalement, la bourse à la papa... ça peut avoir aussi du bon quand on a envie de dormir tranquillement. Et même quand on est jeune, alors on sort peut-être un peu plus, mais sur les cryptos un peu tendus avec des effets de levier un peu violents qui ont exactement. Fait voilà, je crois que justement cet argent dûment gagné par des stages ou des petits boulots ou ce genre de choses, on n'a peut-être pas non plus en voir une bonne partie s'évaporer et se dire finalement d'investir sur des actifs structurels, tangibles, des gros indices. Vous n'allez pas avoir des surprises à moins 30 ou plus 30 dans la même journée, quoi. Bon, on a pensé pour finir à ceux qui regardent, tu sais, leur série Netflix en accéléré, parce que ça va jamais assez vite, c'est jamais assez synthétique l'info. Allez, tu vas me résumer tout ce qu'on vient de se dire en 45 secondes, top chrono, et je dois repartir avec ça, avec vraiment prêt à passer à l'action, sans mauvais jeu de mots. Alors, le PEA, c'est indéniablement la meilleure enveloppe fiscale pour pouvoir débuter sur les marchés financiers. Vous avez une perspective moyen-long terme d'investissement, ce qui est la meilleure stratégie pour investir en bourse. Déjà, le temps est un allié pour l'investisseur. Ça vous permet finalement de constituer une épargne relativement dynamique, en complément peut-être d'un livret, dans lequel vous allez y placer une épargne de sécurité, une épargne de précaution, mais le PEA, c'est là pour dynamiser votre épargne, avec une vraie capitalisation qui va vous permettre, à moyen long terme, de réaliser un patrimoine qui devrait être conséquent. Je te mets le buzzer de mission accomplie, et je te mets le buzzer de
L'échec. Tu m'as pas parlé de col roulé. Oui, de col roulé, mais je voulais le dire. T'étais tellement concentré sur ta démonstration que... Effectivement, j'étais un peu perdu sur la démonstration. La prochaine fois, promis. La prochaine fois, il faudra revenir. Merci. Bon, ben voilà, c'est pas si compliqué le PEA quand c'est expliqué par David Olivier Azoulay. On espère qu'on vous a donné envie de passer à l'action et on se retrouve en tout cas très bientôt pour un nouveau numéro de Cash & Curious. À bientôt. À bientôt.